Bonjour, allez, aujourd'hui on corrige l'exercice 1 de Amérique du Nord 2023, brevet des collèges. Faites-le, je vous mets le lien vers le sujet dans la description et dans les commentaires. Faites-le et ensuite revenez vers cette vidéo pour voir la correction. Mettez sur pause. C'est bon? Allez, on part sur la correction. Alors, situation 1 de cet exercice, il s'agit de décomposer un nombre en facteurs premiers. Je vous propose deux solutions. Une première solution, on le fait à la main. Alors, on va voir comment ça se passe. Déjà, en facteur premier, qu'est-ce que c'est qu'un facteur premier? Eh bien, les premiers nombres premiers, les nombres premiers plus petits que 100, bah, les voilà. Vous êtes censé les connaître. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Vous êtes censé les connaître. Alors, voilà comment on va se débrouiller. On va mettre le 780, on va tracer un trait, et on va attaquer ce 780 avec les nombres premiers consécutifs. Donc, on va commencer par le 2. Est-ce que 780 est dans la table de 2? Bah oui, il est pair, donc 2, ça fonctionne. J'écris mon 2, et j'essaie de voir ce que ça donne que 780 divisé par 2. Calculatrice, ça me donne 390. Enfin, ça peut se faire de tête quand même. Et là, 390 c'est mon nouveau départ, donc je vais réessayer par 2. Alors, est-ce que 390 est dans la table de 2? Ben oui, puisque c'est pair. Donc je recommence, je mets un 2 et je redivise par 2. Je trouve 195. Ah là, c'est terminé. Donc 2, c'est fini. Ben, je vais essayer la suite. Alors, par 3. Est-ce que 195 est dans la table de 3? Alors là, je vous remets le lien vers les critères de divisibilité, hein, c'est à savoir. Bon, pour 3, il faut ajouter les chiffres. Donc 1 plus 9 plus 5, ça fait 15. 15 est dans la table de 3, donc 195 est dans la table de 3. Ça va marcher avec 3, j'écris mon 3, je fais ma division, je trouve 65. Et 65 n'est plus dans la table de 3. Pourquoi? Parce que 6 plus 5, ça fait 11, et 11 n'est pas dans la table de 3. Du coup, ben, j'essaye le suivant. 5. Alors 3 c'est fini, j'essaye 5. 65 se termine par 5, donc c'est dans la table de 5. J'y vais, 65 c'est 13 fois 5. Donc mon nouveau nombre de départ maintenant c'est 13. Alors, 13, je pourrais voir déjà que par 5 c'est mort, hein, parce que 13 n'est pas dans la table de 5, donc déjà 5 c'est mort. Mais surtout, je sais que 13 est un nombre premier. Hein. Après le 7, le 11, il y a le 13. Donc, ben, je vais passer à 13 directement. 13 divisé par 13, ça fait 1. Et donc, j'ai terminé mon algorithme. L'algorithme converge, il se termine lorsqu'on arrive à 1. Donc finalement, je me retrouve quoi? Avec 780, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Vous le voyez ici, je montre avec la souris. Hein. 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Et ça s'écrit 2 au carré fois 3 fois 5 fois 13. Voilà pour la première solution. Deuxième solution, on va utiliser la calculatrice. Allez, je vous montre ça. Alors, la calculatrice est fondamentale hein, dans ce genre d'exercice parce qu'elle permet d'avoir la solution. Donc si jamais on vous demande de justifier votre travail, eh bien vous le faites à la main, comme on vient de le faire, mais surtout vous pouvez vérifier que vous avez trouvé juste grâce à la calculatrice. Et si c'est sans justification, comme c'était le cas dans Amérique du Nord 2023, eh bien on fonce directement sur la calculatrice. Alors là, je vais commencer par Casio. Sur la Casio, c'est pas très intuitif. On va commencer par taper notre 780, et avant de faire la décomposition, il faut appuyer sur Exécute. C'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc le 780 arrive dans la pile, en fait, hein, il est en bas, et là seulement on va faire décomposition. Vous le voyez sur le... je le montre avec la souris, hein. On va faire seconde, décomposition. C'est seconde, hein, puisque c'est en jaune. Et là, on voit directement 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 13, on a notre solution. On va passer à la Texas. Alors, la Texas. La Texas Instrument est peut-être un peu plus intuitive dans ce cas-là. On va taper sur 780. Et directement, on va pouvoir aller chercher la décomposition qui se situe au-dessus de la touche simplification. Donc on va faire seconde simplification. Et là, on va taper sur Entrée pour dire fais-le. Et on trouve, toujours pareil, 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 13. Voilà, donc la Texas est peut-être un petit peu plus intuitif sur ce plan-là. Voilà, donc pour cette situation 1, 3 solutions, enfin 2 calculatrices et une à la main. J'espère que maintenant c'est dans la poche. On passe à la situation 2. Alors, la nuit est tombée, on va s'intéresser à la situation 2. Donc il s'agit d'une situation de probabilité habituelle sur un jeu de 32 cartes. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir un 8 de pique? On va essayer de reposer tout le vocabulaire, ça permettra de faire un peu des rappels. Donc déjà, l'expérience, c'est quoi? C'est tirer une carte parmi les 32. On nous dit que c'est une expérience aléatoire. Alors ça signifie que cette expérience ne dépend pas des expériences passées.
Ok. Bon, quelles sont les issues de cette expérience? Les issues sont les résultats. En fait, ce sont les 32 cartes du jeu. Une issue, ce sera par exemple 7 de pique ou roi de trèfle. Ça, ce sont des issues de l'expérience. Et du coup, je peux m'intéresser aux événements élémentaires. Un événement élémentaire, c'est un événement qui n'est réalisé que par une seule issue. Alors par exemple, ce sera tirer la carte roi de pique. Ça, c'est un événement élémentaire. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans l'énoncé, c'est que toutes les cartes ont la même chance d'être tirées. C'est-à-dire qu'on est en situation d'équiprobabilité. C'est sous-entendu par le fait que c'est un jeu de 32 cartes standard, quoi. Il n'y a rien de particulier, donc c'est une expérience aléatoire, les cartes sont tirées au hasard, indiscernables au toucher. C'est sous-entendu. Mais dans ce cas, dans votre leçon, vous savez que si on est en situation d'équiprobabilité, on peut connaître la probabilité des événements élémentaires. Chaque événement élémentaire a la probabilité qui est égale à sa probabilité qui est égale à 1 sur le nombre d'issues. Et ici, le nombre d'issues, c'est 32. Donc, chaque événement élémentaire a pour probabilité 1 sur 32. Et donc, la conclusion, la probabilité d'obtenir un 8 de pique, vu que c'est un événement élémentaire parmi les autres, elle vaut 1 sur 32. Ok, on passe au petit b. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur? Alors là, c'est beaucoup moins évident, il y a un tout petit piège. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait essayer de voir comment cet événement se sépare en événements élémentaires. On sait que chaque événement élémentaire a une chance sur 32 de se réaliser, et comme les événements élémentaires sont disjoints entre eux, on peut les ajouter. Et donc, il suffit de voir combien d'événements élémentaires réalisent cet événement roi ou cœur, et du coup, on obtiendra la probabilité. Alors, il faut dénombrer combien il y en a. Alors, j'ai par exemple, je peux m'intéresser au cœur en premier. Alors, il y a combien de cœurs? Déjà, il y a les 8 cartes qui sont à cœur, de l'as jusqu'au roi. Chacune de ces issues réalise mon événement. Chacune de ces issues est positive. C'est une réussite. Bon, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les rois, mais attention, parmi les rois, il n'y a pas les 4 rois, puisque le roi de cœur a déjà été compté. Donc il faut rajouter les 3 rois qui restent. Donc ça nous fait combien d'issues qui réalisent cet événement? Eh bien, il y a les 8 issues à cœur, plus les 3 rois, ce qui nous fait 11 issues. C'est un événement qui est composé de 11 événements élémentaires. Et donc, disjoints bien sûr, différents disjoints. Et donc finalement, la probabilité d'avoir un roi ou un cœur, c'est 11 sur 32. On passe à la situation 3. Alors, situation 3. Cette fois, nous devons développer et réduire une expression. Alors, c'est de la double distributivité habituelle de quatrième. Bon, on y va, on recopie l'énoncé. On va commencer par faire les flèches. 2x fois 3x, j'écris 2x fois 3x. 2x fois moins 4, plus 5 fois 3x, plus 5 fois moins 4. C'est vraiment le programme habituel. Ensuite, je vais réduire mes produits. 2x fois 3x, eh bien, ça fait 6x carré. 2x fois moins 4, ça nous fait du moins 8x. 5 fois 3x, ça nous fait plus 15x. Et 5 fois moins 4, ça nous fait moins 20. Là, je vois que j'ai la famille x carré, des x carré, elle est terminée. Famille des x, j'en ai deux, j'ai moins 8 et plus 15, attention, moins 8 et plus 15, et non pas 8 plus 15, et moins 20. Ce qui va nous faire donc 6x carré, plus 7x, moins 20. Moins 8x plus 15x, ça fait bien plus 7x. Voilà, terminé pour la situation 3, c'était rapide. Alors, situation 4, on est dans le cas d'un calcul de volume tout à fait classique, d'un prisme à base triangulaire. Alors, j'appelle V le volume demandé, c'est toujours pratique de mettre un nom aux objets que l'on va calculer, ça permet d'accélérer la rédaction. Le volume d'un prisme, c'est R de la base du prisme fois hauteur du prisme, formule à savoir qui ne rappelle pas ici. Alors, mon prisme, il ressemble à ça, et donc je peux colorer une des bases, par exemple celle-là. J'ai deux bases visibles, une derrière, une devant. Et là, je remarque qu'en fait, ma base, elle a la bonne idée d'être un triangle simple. C'est un triangle rectangle. Autrement dit, pour calculer sa surface, pour calculer son R, en fait, il me suffira de faire longueur fois largeur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2, puisque c'est un triangle rectangle. Donc ça va se passer très facilement. Alors on y va, je calcule l'aire de la base, je l'appelle A indice base. Toujours pareil, j'ai l'habitude de donner un nom aux objets que je calcule. Donc A indice base, c'est quoi? C'est la base du triangle fois la hauteur du triangle divisé par 2. C'est-à-dire 80 fois 60 divisé par 2, la base 80, la hauteur 60,
et je divise par 2 puisque c'est l'aire d'un triangle, et ça me donne 2400 cm². Alors quand on calcule des aires, des volumes, il ne faut pas être étonné que les nombres deviennent grands, hein, c'est normal, on fait des multiplications, quoi. Alors maintenant, je vais m'intéresser au volume. Le volume, donc, comme on l'a dit, c'est R de la base du prisme fois hauteur du prisme. Et donc, l'aire de la base, je l'ai calculé, c'est 2400 cm², mais la hauteur du prisme, c'est le 120 qui est ici. Ok, ce qui nous donne finalement 288 000 cm3. Ouais, c'est un grand nombre, faut pas avoir peur. Vous remarquez qu'il y a une donnée qu'on n'a pas utilisée. Le 100 cm qui est là, on ne l'a pas utilisé, elle ne sert à rien en fait. Alors, on nous demande ensuite de faire un petit travail de conversion, donc on y va. On doit convertir 288 000 cm3 en litres. Alors pour ça, bon, je vais vous refaire le tableau, parce que ça peut être utile. Donc, vous savez que pour les volumes, en fait, on regroupe les colonnes 3 par 3. Hein. Quand on passe d'une unité de volume à l'autre, on fait x 1000. Donc je vais mettre mes unités de volume, et vous remarquez que je les mets à droite à chaque fois. Et oui, elles n'ont qu'une raison d'être au centre. Prenons par exemple cette colonne. Là. Cette colonne des millimètres cubes. En fait, les millimètres cubes, ils sont ici, sur cette colonne-là. Ça, ce sont les millimètres cubes. Là, ce sont les dizaines de millimètres cubes. Là, ce sont les centaines de millimètres cubes. Et les milliers de millimètres cubes, ce sont des centimètres cubes. Et ça recommence. Dizaines de centimètres cubes, centaines de centimètres cubes, et les milliers de décimètres cubes, ce sont les décimètres cubes. Bon. Mais alors du coup, ces unités, elles sont pas très denses en fait, hein. Il y a beaucoup de vide, et donc on a eu l'idée de créer des unités peut-être un peu plus précises, plus zoomées si vous préférez, le litre. Alors le litre, 1 litre c'est un décimètre cube, c'était rappelé dans le sujet, attention, il faut le savoir par cœur, ils auraient pu ne pas le rappeler. Donc 1 litre c'est un décimètre cube, et ensuite on dérive nos unités vers la droite et vers la gauche, avec le décilitre, le centilitre, le millilitre, etc. Donc 1 millilitre, en fait, c'est un millième de litre, et donc c'est un centimètre cube. Bon, il me reste à mettre le 280 000 dedans, je le place, et je me rends compte qu'en fait, ça nous fait 288 décimètres cubes, c'est-à-dire 288 litres. Finalement, le volume qui demandait, c'était 288 litres. Voilà, fin de la situation 4, on passe à la 5. Alors, dans cette situation 5, on s'intéresse à un agrandissement d'un polygone, d'un pentagone en fait. Et là, pour ça, il faut faire une petite révision. Donc, dans un agrandissement de rapport K, c'est une propriété de la leçon. Les longueurs sont multipliées par K, les aires sont multipliées par K au carré, et les volumes sont multipliés par K au cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai un rapport 5, si jamais un agrandissement qui agrandit 5 fois une figure, et bien dans ce cas, les longueurs sont multipliées par 5, ça c'est assez intuitif, mais par contre les aires, elles sont multipliées par 25, par 5 fois 5, et les volumes sont multipliés par 125, 5 fois 5 fois 5. Et ça augmente vite les volumes hein, dans ce cas-là. Ok, alors dans notre cas, ici, on a des informations. Le rapport de notre agrandissement, c'est 3. Ok, on est dans cette situation-là. Et l'aire de départ, ça vaut 11 cm². On s'intéresse aux aires. Donc, cette aire va être multipliée par K au carré. Comme le K vaut 3, eh bien, elle va être multipliée par 9. Okay, donc, ici, on a ça. Donc, l'aire du polygone 2, finalement, c'est quoi? C'est 11 fois K au carré, c'est-à-dire 11 fois 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. 11 fois 9, 99 cm². Voilà, ça termine cette situation 5 et donc l'exercice 1 par la même occasion. J'espère que ça vous aura été bien utile et on part pour la correction de l'exercice 2.